Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors, Chirine, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas ? Bonjour Hervé, tu vas bien ? Super. Alors je voudrais que, puisque les auditeurs ne te connaissent pas, je voudrais que tu puisses nous dire quelques mots sur, pas ton parcours, parce que sinon on va passer toute l'heure à parler de ça, mais peut-être quelques éléments que tu peux comme ça placer. Par exemple, tu as vécu dans plein de pays, par exemple, tu as des cultures différentes qui t'ont animé, par exemple, tu es quelqu'un qui passe d'un sujet à un autre facilement. Oui. Donc, Pas par que. exemple. Ok, par exemple. Par Donc, exemple. je te propose des départs. Alors, je suis née à Beyrouth, donc le Liban, l'arabe, la langue arabe. Mes parents, mon papa, il est né en Égypte, donc il y a l'égyptien. Puis il y a eu l'Italie, puis il y a eu la France, parce que je suis aussi française. Puis il y a eu d'autres pays, Chypre, voilà, les États-Unis. Tu me disais quoi, à part les pays où j'ai vécu ? Les pays, les apports peut-être de ces cultures. Eh bien, écoute, ça t'enrichit, certes, mais à la fin, au début, on est un peu perdu, parce qu'on a toujours ce problème à l'âge de 18 ans, on ne sait pas qui on est, et comment on dit en anglais, « where do I belong ?» Et bon, on patauge quand même pas mal d'années avant de se retrouver. Et je veux te dire, c'est sur le tard, où tu te rends compte que finalement, tu n'as pas besoin d'être lié à un pays, mais à un état d'esprit. Ok, Voilà. super. Donc, Voilà. toi, ce qui te compose, c'est des états d'esprit différents. Oui, exactement. Ok. Alors, je crois savoir aussi qu'il y a un sujet qui t'anime, dont on a parlé plusieurs fois, qui est l'humour. Oui, c'est hyper important. Je pense que c'est le leitmotiv de ma vie. Je ne fonctionne qu'avec le rire et le sourire. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec des gens qui font la gueule tout le temps. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « c'est pas parce que je suis sérieux » que je dois me prendre au sérieux. Voilà, exactement. Okay. Et donc, tu peux me donner des situations dans lesquelles ça t'a servi, ça ? Tous les jours. Tous les jours. Par exemple, je prends un taxi, un Uber, je rentre dans un bus, tu souris et les gens te disent « Ah, madame, c'est sympa de voir des gens sourire, vous n'êtes pas d'ici. » Que ce soit ici, dans le nord, dans le sud, n'importe où, enfin peut-être en Italie ou dans les pays méditerranéens moins, mais ça saute aux yeux quand tu es de bonne humeur. Okay. Parce qu'ils se posent des questions, même aujourd'hui durant le Covid et tout, ils se disent mais pourquoi elle sourit celle-là ? Ou elle est idiote ? Ou c'est une idiote finie ? Ou alors elle est simple d'esprit. D'accord. Donc il n'y a pas le choix de dire je décide d'être de bonne humeur parce que c'est contagieux. Et tu m'as fait penser à une histoire que tu m'as racontée à propos de taxi, où tu me disais quand tu étais enfant à Beyrouth, que tu devais traverser la ville et que il y avait des taxis. Voilà. Alors il faut savoir une chose, que dans ces pays, que ce soit en Égypte, que ce soit au Liban ou dans tous les pays arabophones ou arabes, il y a une grande tendance à insulter les femmes. Et en général, c'est pas très gentil. Je veux dire, disons qu'ils peuvent être très très brutaux dans leurs propos. Et c'est simple, il faut juste ne pas rentrer dans leur jeu. Et il y a que le sourire, et il y a que tu réponds. Donc tu as le sens de la répartie qui est assez rapide, et tu les guides vers autre chose. Par exemple, je sais pas, je raconte l'histoire. Vas-y, raconte. Par exemple, c'est un mot que tout le monde connaît, c'est charmouta. Alors charmouta, le sens c'est pute. D'accord ? Mais c'est charmouta à droite, à gauche, tout le temps c'est charmouta. Toutes les filles sont charmouta d'ailleurs. Ça, il faut le savoir. Donc à un moment donné, je me suis dit 1h30 aller, 1h30 retour, se taper des charmouta. Bon, je me suis dit, je vais quand même créer quelque chose. Donc la créativité. Et au bout d'un jour, il y a un type qui s'est arrêté, il me fait charmouta. Et moi, je regarde comme ça, je lui dis, bah oui, évidemment,
évidemment, je suis Charmouta, mais d'ailleurs, ta mère, ta sœur et tout le monde aussi, on est Charmouta. Du coup, le mec, il s'est senti mal, il n'a plus rien dire. Donc voilà, il faut rebondir avec de l'humour, il ne faut pas rebondir avec de la haine, ça ne sert à rien. De toute façon, ils attendent que tu Que sors. l'agressivité sorte. Oui, pour que ça monte en... Voilà, et que... Donc voilà, l'humour, tout le temps. Être de bonne humeur, se réveiller et être content d'être heureux, d'être là, d'avoir une bonne tasse de café bien chaude, avoir une douche, avoir de l'eau chaude. Voilà, les petites choses de la vie, être content, sourire. Et dans une situation comme celle que tu vis en ce moment, Oui. je parle de ce qui se passe au Liban, Oui. de ce qui se passe pour à la fois les gens qui vivent au Liban, Oh là les gens là. qui ont de l'argent au Liban, les gens qui ont investi dans ce pays. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui fait Voilà. que... En septembre 2019, l'État a décidé de geler tous les biens des gens. Simple. C'est-à-dire que tout ce que tu as à la banque, tu ne peux plus les toucher. Donc du coup, du jour au lendemain, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tout simplement parce que l'État, il est juste endetté. Ils ont volé pendant 13, 30, 40 ans des milliards de dollars. Et donc du coup, le peuple n'a plus rien. Donc tu es obligé de te réinventer. Ou tu te jettes par la fenêtre, ce que beaucoup de gens ont fait d'ailleurs. Beaucoup de gens se sont suicidés malheureusement. Quand tu n'as plus rien et que tu avais beaucoup ou peu, mais que tu avais une certaine encore un amour propre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me retrouve obligée de partir du Liban. Je laisse mes enfants. C'est pas facile. Pour trouver autre chose. C'est-à-dire, j'ai décidé de vivre en Europe. Tu arrives en Europe, tu te retrouves avec le Covid. Donc, franchement, entre ce qui se passe là-bas, plus de fric, on arrive en Europe, il y a le Covid, tu te dis, ok, ou je fais une dépression, Je veux dire, il n'y a pas le choix. Mais non, il y a toujours quelque chose qui m'anime et qui me dit, non, c'est trop facile. Allez, on va rebondir. On a la niaque de vivre. J'ai mes deux jambes, mes deux yeux, mes deux bras, je vais avancer. Super. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu t'es dit justement en ce moment? Eh bien, comment se faire du fric très rapidement? T'en as vu à part faire la pute. Ok. Ou voilà. Quoique, j'aurais pu. Hein, Ouais. j'ai encore de beau reste à mon âge. Mais je m'étais dit, avec tout ce que j'ai comme vécu, pourquoi ne pas... ce qui m'anime aussi beaucoup, Hervé, j'adore faire passer ce que j'ai appris, l'apprentissage. J'adore le passage. Alors, j'adore apprendre. Il y a une très belle citation qui dit... Très très jolie citation qui dit le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que je sais, mais ce que je fais de ce que je sais. Et moi, j'avais envie de faire passer cette joie de vivre, cette résilience, de se dire, mais malgré tout, on peut rebondir, et à n'importe quel âge, et à n'importe quel moment de la vie. Super. Faire passer ce que je sais. Voilà. Et moi, je me rappelle de ton envie de one-man show, de ton envie de scène aussi. Est-ce que tu peux me parler de ça? Oui, alors, j'ai toujours rêvé de faire de la scène. J'étais venue en France en 2018, il me semble, et ce stage de l'école de one-man show à Paris devait se faire juste après mon passage, donc je ne pouvais pas rester. J'ai fait par contre une semaine au cours Florent. Mais c'était pas ça. Je voulais vraiment apprendre les techniques du one-man show. Ben, c'est simple. Il y a une citation qui dit toujours, hein, j'aime bien les citations, si Mohamed ne peut pas aller à la montagne vient chez Mohamed. Donc du coup, je les ai invités. J'ai invité l'école du one-man show au Liban. Et en février-mars 2019, nous avons créé une école que j'ai appelée l'école du one-man show Liban, avec eux au Centre culturel français, à la salle Montaigne, et on a pu faire un stage d'une semaine, écriture et interprétation, dont moi aussi j'étais élève. Super. Et aujourd'hui, je les ai alignés, c'est-à-dire que j'utilise mon humour dans mes conférences. Alors l'idée, quand il y a eu le Covid, c'était je ne vais plus m'en sortir, mais j'ai pensé que je pourrais devenir une conférencière. Puisque je parle déjà 4-5 langues, donc il fallut juste passer par un organisme, très sérieux d'ailleurs, avec qui j'ai pris contact. Je ne sais pas si tu connais, hein, ça s'appelle AFCP. L'association française des conférenciers professionnels. Voilà, et je suis en train de suivre un coaching, entre guillemets, qui bientôt sera terminé, et voilà. Super. Et mathématiques, c'est ça, c'est rebondir malgré tout. Je crois que tu as même un mot particulier. Oui, niaquer. Ok. Voilà. Faut pas enlever le A, hein, parce que sinon on se retrouve dans la merde. C'est ça.
Voilà, Donc niaquer. Voilà, Ok. niaquer, la niaque de vivre. Ok. Tu peux me donner une anecdote qui exprime vraiment ce que ça veut dire pour toi niaquer? Une anecdote. Une histoire, une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé dans lequel tu... Je vois pas. C'est-à-dire, il y a tellement d'histoires. En prenant, je sais pas, qu'est-ce qui a influencé, c'est ça, on va revenir aux origines. Qu'est-ce qui a influencé cet état d'esprit? Écoute, c'est simple, j'ai pas eu le choix. J'avais un père qui avait une niaque d'enfer. Le mec a 40 ans, à la première crise de cœur. Il est à l'hôpital, il est entubé. Voilà, les médecins sont là, catastrophés. Les gens rentrent chez lui, il dit alors, André, comment vas-tu? Mais comme une fleur. Ce sont des cons de médecins, ils n'ont rien compris. J'ai pas eu une crise cardiaque, c'est un infarctus. C'est différent. Je vais très bien, j'ai hâte de sortir. Le mec était complètement allongé. Il voyait jamais le verre à moitié, mais même au quart vide, il le voyait plein. C'est un homme qui a toujours, toujours été très vif d'esprit et très résilient. Voilà. Donc tu penses que la niaque, ça fait partie aussi de ton environnement, ça t'aide pour être niaqueur? Disons que non. Moi, ça m'a aidé, mais je vais pas quand même. Comment on dit tout le monde n'est pas obligé d'avoir ton père, c'est ça que tu veux dire? Voilà, tout le monde n'est pas obligé. D'ailleurs, c'est le thème de ma conférence. C'est est-ce que c'est donné à tout le monde ou est-ce que ça se cultive? Donc, il faut venir me voir. D'accord. La spécificité de la conférence, c'est que ceux qui ont des oreilles chastes ne devraient pas venir. Je plaisante. Il y a de l'humour, toujours beaucoup d'humour. Et puis voilà, comme disait Charlie Chaplin, encore une citation, le moyen le plus court entre deux êtres humains différents, c'est l'humour. Super. Voilà. Et tu peux me parler de tes plus grandes fiertés? Alors, mes plus grandes fiertés, je pense que ma plus grande fierté, c'est l'humilité. L'humilité. Et à quoi ça sert l'humilité? L'humilité sert à ne pas se gonfler les chevilles, à ne pas se projeter comme étant la personne qui a réussi ou pas. Enfin, l'humilité, je pense, c'est la base d'un être humain pour avancer. Si tu veux avancer dans la vie, il faut être très très humble. Voilà, et on apprend tous les jours. Moi, je dis toujours, je ne sais strictement rien. J'ai hâte d'apprendre. Donc voilà, il faut être très humble. Sinon, il se passe quoi si jamais ou tu manquais d'humilité? Ça biaiserait énormément ton apprentissage. Parce que de savoir voilà. Moi, je dis, OK, j'ai des compétences, je sais que je suis capable de faire des choses, mais je suis avide de connaissances. Si tu es pas humble, je pense pas que tu aurais ce raisonnement aussi clairvoyant. Il faut être très bienveillant aussi. Il faut être humble et bienveillant envers soi, parce qu'on passe les premières 50 ans à se flageller en se disant je vais pas réussir, etc. Et à un moment donné, à se dire non, c'est bon, j'ai le droit d'y aller, et je pense que voilà, c'est la vie, quoi. Ça coule, ça vient, je sais pas. L'humilité, la bienveillance. Et est-ce que tu penses que dans les peuples que tu as rencontrés, il y a des gens qui sont plus humbles que d'autres? Dans les pays? Oui. Écoute, non, c'est pas une question de pays autant que c'est une question d'éducation. Plus on a du fric, et plus on est arrogant. Et ça, j'en connais. Que ce soit des pays arabes, de Dubaï, des Émirats, des Américains qui sont... Alors eux, ils n'ont pas de problème. Il y a la différence entre les Français et les Américains, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tu le sais déjà. Ils n'ont aucun problème avec l'argent, avec le fait d'argent. Mais par contre, eux, la sexualité, il ne faut pas parler de ça. Tandis que les Français, ils sont très libertins, mais il ne faut jamais parler d'argent. C'est assez marrant. Et donc, leur perception des choses est différente. Donc, du coup, tout provient de leur éducation. Si elle est très judéo-chrétienne, si tu es athée, etc. Donc, éducation. Éducation, malheureusement, comme tu sais très bien, c'est nos croyances. Et elle ne fait pas toujours beaucoup de bien. Pas beaucoup. Okay. Voilà. Et donc, si j'entends ce que tu dis, croire que je sais est un danger. Oui, un énorme danger, je pense, pour le bien-être mental et physique d'une personne. Et est-ce que tu as vu déjà des conséquences des gens qui croient savoir ou qui se croient arrivés,
qui donc ont une forme d'arrogance. Je suis entourée que par ça. Je suis dans un pays où on est entouré que par ça. D'accord. Ce n'est pas propre aux gens qui pensent que c'est parce que je connais. Non, tu connais rien, tu ne sais rien, il faut être humble, il faut te dire, écoute, j'apprends tous les jours, et c'est comme ça que j'amasse mes petites pierres, hein, et je construis, voilà, moi et les autres. Donc oui, je peux dire que l'humilité n'est pas aujourd'hui monnaie. Enfin, c'est pas facile à trouver. Alors, je voulais juste te relancer sur le sujet de ce podcast qui s'appelle La Traversée. Donc, est-ce que tu aurais une ou deux traversées à nous proposer ? Traversées, oui, des traversées du désert. J'ai des traversées personnelles, des traversées, il y en a. Voilà, je vais rebondir brièvement sur un problème de santé que j'ai eu en 2012. Je devais faire une toute petite opération, mais de rien du tout, au pied gauche. Et on m'a dit, ça va durer 20 minutes. Après, tu vas courir tout de suite, il n'y a pas de problème, je suis une grande sportive. Au fait, durant le bloc opératoire, je n'ai pas su, je l'ai su par la suite, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Donc une bactérie nosocomiale qui a fait que je suis restée un légume Hervé pendant 3 ans, jusqu'à me dire qu'on allait couper ma jambe. J'ai attrapé évidemment le H1N1, j'ai attrapé le staphylocoque doré, j'ai attrapé plein de merde. Donc système immunitaire défaillant. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au Covid, je suis une des personnes les plus avec le problème d'asthme que j'ai en première ligne. Mais je me suis dit que une fois que tu as eu ce problème, tu fais quoi ? Tu peux plus voyager, tu peux pas voir tes enfants, tu peux pas travailler. Tu fais quoi dans cette traversée qui est vraiment une traversée, c'est une tempête là. Eh ben rien. J'ai décidé d'écrire un livre. Comme quoi, je suis alitée, je ne peux rien faire, j'ai quand même un cerveau qui fonctionne. J'ai décidé d'écrire un livre. Maintenant, un livre assez particulier, parce que je voulais laisser quand même un héritage à mes 3 filles. J'ai eu 3 filles, que Dieu me les garde. Et je voulais pas partir de ce monde avant de les tranquilliser sur le bien-être d'une femme. Donc, comme quoi la vie te ferme une porte, tu regardes derrière. Moi, j'ai vu une énorme baie vitrée. Voilà, toujours voir le bon côté des choses. Et ben, c'est grâce à cette traversée difficile que j'ai pu encore une fois, recréer. Voilà. Tu peux me donner le titre du livre ? Le premier livre, parce que j'en ai écrit 2, s'appelait Inavouable. Et le deuxième, qui est sorti en 2019, en mars, en France, au Salon du Livre, il s'appelle Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme. Le but du livre, c'est bien entendu, l'intérêt, c'est pas d'exciter les gens, ou c'est pas un 50 nuances degrés. D'ailleurs, 50 nuances degrés, c'est fait pour les enfants de 3 ans. Ça, c'est pour les 21 et plus. C'est pour déculpabiliser la femme de son plaisir et de son corps. Comme j'habite dans un pays où c'est très très tabou, mais j'ai remarqué aussi que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, mais finalement, on dit en italien tout le mondo è paese, tout le monde est un petit village. Au fait, une fois que tu sors des grosses métropoles, on retombe dans la même chose. C'est la religion, la société, ils sont là tout le temps à et tu culpabiliser et les femmes, etc. Donc c'est un hommage à la femme. Elle a de très très beaux jours et à tous les âges. Donc voilà. Super. Je voulais qu'on revienne sur tu m'avais dit une phrase tout à l'heure qui m'avait marqué. Je ne supporte pas la plainte. Ah ouais, ça va avec l'humour. Je peux pas supporter les gens qui se plaignent H24. D'ailleurs, les Français, je suis aussi française, se plaignent H24. C'est-à-dire, le bus est 2 minutes en retard, ça gueule dans tous les sens. Je sais pas, il faut se calmer un peu, se plaindre, mais ça sert à quoi ? Mon père me disait une chose très sympathique. Encore une fois, ce père qui, lui, m'a beaucoup influencé. Il me disait toujours, pour tenir un homme, ma chérie, il faut le tenir sous la bouche et sous le ventre. Mais je pense qu'il avait tort. Il y a un 3e facteur très important. Ouais, tu peux être une très bonne chef cuisinière, aller chez Top Chef. Tu peux être une déesse au lit. Mais si tu te plains, ma chère amie, le mec ne rentrera jamais chez lui à la maison. Donc voilà, se plaindre, ce n'est pas productif. Au contraire, ça te met des bâtons dans les roues et ça te rend négatif. Se plaindre, c'est négativité. Et ce n'est pas du tout dans le ressort de trouver des idées et être créatif. Donc
Voilà. Moi, je relativise toujours. Au fait, ça fait chier tout le monde. Je relativise constamment et tous les jours. J'ai un problème de santé, hop, bon, je peux avoir un petit coup de blues, ça va pas durer longtemps, à un moment donné, je me dis, mais non, je vais bien, ça y est, ça va, mes enfants vont bien, je vais bien, grâce à Dieu, touchons du bois, tout va bien. Voilà, c'est rebondir, toujours. Donc se plaindre, ça fait pas partie de mon jargon. Et j'aime pas les gens qui sont comme ça. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Tout le monde pour avoir des... on dit en italien, c'est la tira. Il se prend pour quelqu'un, quoi. Ils sont très snobs, ils sont très hautains, ils se plaignent. Je sais pas. Ce serait tellement plus sympathique d'avoir quelqu'un qui, certes... Il y a une différence entre se plaindre et raconter un truc factuel. Ok ? Il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il y a un problème, d'accord. Mais vois le bon côté des choses. Je sais pas, moi. Tu trouves toujours, de toute façon. Si on veut, on peut. Super. Voilà. J'avais envie que tu me parles de ton parcours en tant que mère aussi. Oui. De quel registre ? Parce qu'il y en a plein. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre à tes enfants ? Liberté. D'accord. Et surtout qu'elle soit égoïste. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne demande pas à mes enfants de m'appeler tous les jours, même si là je suis à l'étranger. Je leur demande rien, au fait. Je leur demande tout simplement d'être égoïste et d'être centrés sur elles-mêmes. Parce que la vie dehors, c'est une jungle. Et si tu n'armes pas tes enfants à être indépendants et autonomes, ça va foutre la galère. C'est pas obligatoirement égoïste. Et pour moi, être indépendant ou autonome, c'est pas de l'égoïsme. Non, c'est pas égoïsme. Mais ce que j'ai enseigné à mes enfants, c'est être dans l'ouverture. Je sais pas... constamment, je sais pas. Parce que pour moi, l'égoïsme, c'est juste quand tu retires quelque chose. C'est quand tu peux partager ou quand tu retires quelque chose à quelqu'un. Tu vois ? Oui, mais être égoïste, c'est-à-dire que finalement, bottom line, qu'elle pense à elle. Arrête de penser à ton conjoint, ton copain, même tes parents. À un moment donné, il faut savoir se centrer un peu sur soi. Parce que en tout cas, moi, je reviens d'une famille où tous les dimanches, il fallait aller à ces déjeuners de famille. Voilà, on n'était pas nombreux, mais à un moment donné, il faut savoir couper et se dire, ok, est-ce que ces déjeuners de famille sont très importants pour mes enfants ? Peut-être un déjeuner sur deux, un dimanche sur deux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Le grave, c'est quand le jour où je ne serai plus là pour les protéger. C'est ça le plus important, Hervé. C'est quand je ne serai plus là. Là, je panique ma race. Mais entre-temps, c'est une liberté d'expression, une liberté de choisir ou pas leur partenaire avec eux ou sans eux. C'est pas important. C'est pas important parce qu'au fait, qui va les juger finalement, c'est la société. Et, je sais pas, je suis pas là pour en mettre encore une couche. Okay, je suis là au contraire pour les protéger. Je suis là pour protéger mes enfants, c'est tout. Et si j'arrive à les armer avec le minimum... je ne veux pas leur dire de prendre n'importe... Comme je faisais moi quand j'étais petite, quand quelqu'un m'agressait, je prenais mon flingue, je le tirais dessus. De nos jours, c'est pas possible. Mais voilà. Alors, reviens là-dessus parce que on est peu quand même à avoir vécu une enfance avec un flingue. Oui, alors c'est simple. Moi, comme j'avais 8 ans quand la guerre a commencé au Liban, ça a duré très 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 longtemps, donc une quinzaine d'années quand même au début. Comme j'étais née dans une fratrie de 3 frères plus âgés que moi, j'avais mon flingue. Donc un Colt et il était tout le temps avec moi en voiture, voilà. Si tu veux, le flingue, c'était la terminaison de ton doigt. Voilà. Et on m'a appris à tirer, pas pour blesser, mais pour tuer. Je veux dire, le flingue fait partie de toi. Mais comme tout le monde a des flingues, c'est pas grave. C'est comme si aujourd'hui tout le monde a des portables, tu vois. Et avoir un flingue en tant que femme, c'est vrai que ça pouvait déstabiliser à l'époque, mais comme je me considérais comme j'étais un garçon, ok. Donc c'était normal. Mes filles n'ont pas ça, n'ont pas, je sais pas, une arbalète ou je sais pas, un arc avec pour quand quelqu'un t'agresse. Donc elles ont dû apprendre à se défendre avec leur langue. Donc c'est pour ça que, elles parlent couramment 4-5 langues, parlant de langue, mais il faut être très intelligent. Il faut être très intelligent parce que devant une menace, en général, je parle parce que j'ai des filles, c'est les paroles. Quand tu te fais agresser dans la rue par un mec, tu es obligé de rebondir sur cette personne. Et mon père me disait, pardon d'être très, 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 très cru, mais il me disait toujours, quand un mec est rempli,
il est agressif. Il faut le vider. Pas vider sa gâchette dessus, mais le vider. Et il faut apprendre, il faut être très, très ouvert. Khalil Gibran disait toujours, Gibran, vous connaissez celui qui a écrit Le Prophète, disait toujours, vos enfants ne sont pas vos enfants. Eux sont des flèches. C'est vous qui devez courir après. Et c'est pas le contraire, hein. C'est pas revenir vers les parents. Les parents, c'est rien, c'est has-been, c'est passé. Et c'est eux notre avenir, c'est eux notre fierté. Donc mes fiertés à moi, ce sont mes enfants, ce que j'ai pu leur inculquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont des âges où j'ai juste envie de leur donner deux paires de claques. C'est 13, 17, 19. Mais bon, c'est normal, c'est leur âge. Il faut être patient, très patient. Voilà. Qu'est-ce que les jeunes t'apprennent ? À me dépasser, à me remettre en question. Parce que elles ont quand même du répondant. Elles m'ont appris à aimer le rose et le violet, parce que je détestais ça. Je voulais pas être une fille, d'ailleurs. J'ai trouvé ça complètement injuste, après 3 garçons, de faire une fille. Elles m'ont appris à... Qu'est-ce qu'elles m'ont appris à... Voilà, être plus douce, si je peux me permettre. Parce que la douceur, c'était pas... Quoique mon nom, d'ailleurs, en turc et en arabe, en perse, veut dire doux. Shirin veut dire doux. Alors c'est comme quand tu dis à quelqu'un tu veux manger une douceur, blibliblibi, Shirin. Tu vois, c'est Shirin. Elles m'ont appris la douceur, elles m'ont appris la patience, elles m'ont appris l'amour. Déjà, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les chiens. Mais elles m'ont appris à encore être... Je suis en train de gesticuler avec mes mains dans ce studio-là. Je sais pas ce qu'elles m'ont appris en plus. Je sais pas. Elles m'ont appris tellement de choses. Au fait, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je suis une mère. Si j'étais pas maman, j'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Franchement, c'est pénible, c'est dur. Tu as la boule au ventre, mais à la fin, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur d'avoir des enfants qui sont ta fierté. Voilà, tu me posais la question sur la fierté avant. Voilà. Qui vont, j'espère, être... parce que j'ai la première qui veut être avocate, dont elle fait du droit, parce qu'elle déteste les injustices. La deuxième veut faire Sciences Po, parce qu'elle aussi n'aime pas les injustices, elle aimerait bien aller vers des ambassades, et changer un peu les choses. La troisième, elle a 14 ans et elle ne sait pas ce qu'elle veut faire dans sa vie. On verra. On verra, alors là, c'est pas gagné d'avance. Voilà. Donc voilà, il y a une chose aussi à savoir. Vu que j'ai changé beaucoup de domaines, j'ai commencé, j'étais architecte. Architecte, j'ai fait mes études à Paris, puis j'étais à Milan. J'étais designer de meubles. J'ai vendu du bois et de plaquage et du parquet parce que je suis commerçante de bois par rapport à mes parents. Quand je suis revenue au Liban, j'ai donc ouvert ma galerie de meubles. J'ai décidé de sacrifier ma vie pour faire des enfants. Donc, je n'ai plus fait, entre guillemets, de l'argent. Tu parles de ta vie professionnelle. Professionnelle. J'ai décidé de faire la maman. Donc, je cuisinais, j'en ai fait quand même 3. Je faisais tout, de A à Z, changer les lampes, tout. Tu as 2 femmes de ménage, il n'y a pas question qu'elles touchent un cheveu de mes enfants. Très mammone, comme on dit en italien. Après ça, j'ai aidé le père de mes enfants dans la restauration italienne pendant 10 ans. Donc, j'avais 2 restaurants, un traiteur. Après ça, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai créé une association à but non lucratif pour l'éveil et les loisirs dans le milieu aquatique. Moi qui adore nager. Donc, bébés nageurs, seniors, phobie de l'eau. Et après, comme quoi dans la vie, c'est plusieurs choses qui sont passées parce que j'ai voulu aller au fond de mes passions. Donc, pour ceux qui m'écoutent, on peut tout faire dans la vie. On peut juste aller... il faut juste suivre son cœur et pas sa raison. Et après ça, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis tombée sur neurosciences. J'ai fait de la créativité, j'ai fait beaucoup de choses. Et à la fin, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle carrière. À 53 ans, 54 ans, c'est quand même pas mal. Voilà, et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses. Parce que j'ai fait aussi le hôte, comme tu es en train de faire. J'ai fait pas un podcast, mais j'ai investi dans un matériel aux États-Unis chez B&H. Et là où j'allais, je faisais des interviews. D'ailleurs, mon mentor, Tony Buzan, qui est le créateur de la carte mentale, de la mind map, est un des premiers qui a accepté de faire avec moi une interview. Comme quoi, dans la vie, il faut juste aller, il faut y aller. Et même si on se trompe, c'est pas grave, on deviendra spécialiste de ce domaine.
faut y aller. Il faut avoir la niaque de se dire que ce que je suis en train d'entreprendre, j'y crois. Dur comme fer. Et si on peut sourire, Hervé, c'est encore mieux. Ouais. Voilà. Justement, je pense qu'une bonne partie de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce que je m'aperçois qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est par moments peut-être un manque de raison d'être, de savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'il y a Et comme il n'y a pas assez de recul sur soi, pas assez de recul sur ce que les gens vivent, je pense que ce que tu proposes, au moins de garder le sourire, parce que des fois on ne comprend pas sur le moment, tu le sais bien, et c'est plus tard qu'on va comprendre. Le moment quand tu vis cette traversée, qui peut être une traversée du désert, comme tu disais, il y a beaucoup de difficultés. Et c'est difficile d'avoir je dirais, peut-être tout simplement de la jugeote, tu vois. Alors que quand on prend un peu de recul, et je pense que l'humour, c'est un moyen de prendre du recul sur soi et sur les autres. Comment tu l'utilises, toi ? Je pense que si tu utilises l'humour quotidiennement, et je pèse mes mots, parce que c'est pas c'est pas ça, par exemple, raconter des blagues. Non, c'est vraiment l'humour, mais constamment. Sur soi ou sur les autres ? Sur soi et sur les autres, par exemple. Je te donne un exemple. J'étais là, je suis passée au supermarché. Et j'ai acheté un truc, et puis la caissière a boudé parce que le monsieur devant ou lui a pas rendu la... Enfin, je me rappelle plus qu'elle était énervée. Je dis, madame, de toute façon, on va tous crever un jour. Alors, ça va aller. Alors, elle a souri, parce que j'ai dû la prendre comme ça, à l'improviste, où je dis, écoutez... je ne vois pas votre sourire derrière votre masque, mais je suis sûre que vous êtes souriante et tout. Et ça lui a fait la journée. Tu vois, juste un mot, une phrase. Au détour, dans un supermarché, je vis un monsieur qui avait le rayonnage aussi. Lui, il tempestait, il n'était pas content parce que les gens foutaient leurs doigts dans les fromages et tout. Il me dit, mais non, c'est Noël et on ne prend pas les ventres, ça va aller à la poubelle. Je dis, ça va, c'est bon, il faut relativiser, c'est bon, vous avez de quoi manger. Parce que là, il n'y a pas à manger. Et il sourit, il me fait, ah, ben c'est vrai. Et puis voilà, il souriait, il m'a donné sa carte. Il me dit, non, mais c'est bien, il faudrait que vous fassiez des conférences, même pour les gens de grande surface. Ah ben, trouver des gens comme vous qui arrivent à relativiser en une fraction de seconde. Mais c'est ça, c'est la force de pouvoir sourire tous les jours. Et c'est ça, c'est sourire, mais pas seulement sourire soi, faire sourire les autres. Je suis pas comédienne, hein, mais bon, je l'ai dans l'âme. J'aime bien voilà, me ridiculiser, et je trouve que c'est un bon moyen de communication. Parce que le ridicule ne tue pas, donc... Le ridicule ne tue pas, on peut toujours essayer. Non, pas du tout. Et je pense que quand tu te ridiculises, les gens ils se détendent. Il lâche du lest, là. Il dit, oh là là, avec elle, on va être bien. C'est pour ça qu'en tant que motivologue, en tant qu'accompagnatrice dans le développement personnel, les gens sont à l'aise avec moi. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être étriqués comme si on avait un bâton dans le cul. Pardon, excuse-moi l'expression de bâton. Voilà, c'est cool. On n'a rien à se prouver. Rien. Je ne suis pas Dieu, je ne suis rien. Il faut juste être à l'aise. Voilà. Et c'est pour ça que les gens qui sont autour de moi sont plus ou moins à l'aise. Plus ou moins. Plus ou moins à l'aise. Ok. Est-ce que tu peux je ne sais pas si tu avais une blague, une histoire à me raconter qui pourrait faire sourire ou rire. Oui, alors mes blagues, malheureusement, cher public, est très salace. Donc je vais m'abstenir de raconter une blague. Par contre, parce qu'on est à Noël, j'ai une petite blague sympathique. D'accord. Alors, c'est l'histoire de Antonio, qui est le fils du plus grand mafieux sicilien. À l'approche de Noël, donc évidemment, il écrit encore une lettre au Père Noël, et il intitule sa lettre comme ça. Il est bien concentré dans sa chambre. Il a le papier, il a son crayon, il dit, voilà, cher Père Noël, je vous promets d'être sage durant une semaine complète, et parce que je serai sage, j'aimerais bien avoir mon vélo rouge, que j'ai toujours voulu avoir. Très bien, content, il lit sa lettre, il dit, moi, un fils de plus grand mafieux, mais jamais. Il déchire sa lettre, et il se remet et écrit, cher Père Noël, voilà, je vous promets d'être sage durant 3 jours. 3 jours, et pour ça, je voudrais bien avoir ma bicyclette rouge. Il signe Tonino,
petit Antonio. Et il lit sa lettre. Il dit, comment? Mais mon père, il est le plus grand mafieux du monde. Qu'est-ce qu'il veut? Le Père Noël, pas le Père Noël. Attends, je pense que je vais pouvoir être sage un jour. Donc voilà, rebelote, il déchire la lettre, il en écrit une autre. Cher Père Noël, je vais être sage un jour. Je veux ma bicyclette rouge. Au revoir, Antonio. Il lit la lettre, il se dit, mon père, il est plus fourbe que ça. Il aurait fait quoi, mon papa? Ah ouais, je sais. Moi, j'ai un piston. C'est pas le Père Noël. Je vais écrire à Jésus, direct. Il déchire la lettre, et comme un fou, il sort de sa chambre, il va au salon, il ouvre la vitrine, il prend la petite statuette de la Madone, qui est la Vierge Marie, il l'a mis sous son bras, il court comme un fou, il rentre dans sa chambre, il se met devant son bout de papier, très fier de lui, et il écrit « Cher Jésus, si tu comptes revoir ta mère, envoie-moi une bicyclette tout de suite. » Ça veut dire quoi? Quand tu es devant une difficulté, et je suis sûre qu'il y a plusieurs façons de t'en sortir. Il y a des moyens de rebondir. Voilà, c'est la créativité. C'est ça. Voilà, c'est ça. ce que j'enseigne. Pour une bicyclette rouge. Voilà, tu court-circuites un peu le process et tu vas vers l'essentiel. Voilà, qui est Jésus. Dans ce cas-là. D'accord. Voilà, à l'approche des fêtes, et je trouve ça sympathique. J'ai rien trouvé d'autre, Hermé. C'est super. Alors, je voulais juste que tu me parles un petit peu de tes prochaines étapes. C'est quoi tes prochains rêves, tes projets? Alors, les rêves, c'est pas le projet. Parce que les rêves, c'est que un jour, je plaque pas. Je plaque pas du tout. C'est vraiment un rêve, oui, mais c'est mon rêve. C'est de pouvoir avoir une émission de télévision propre à moi. D'accord, super. Je pensais commencer avec la radio, why not, hein, ça peut être une étape comme une autre. Oui, je mets la barre très très haute, Hervé, j'ai pas de... Voilà. Je ne pense pas que ce sera fait dans un pays en Europe, francophone. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus large public. Je ne veux pas dire que je serai la prochaine Oprah, non, je plaisante. Mais avoir vraiment une émission où on peut parler de tout. J'ai déjà écrit l'émission il y a une dizaine d'années déjà. Okay. Donc une émission. Bon. Et donc le modèle, ça serait du Oprah du Oprah libanais, mais ça serait quoi? C'est pas de libanais du tout, c'est international. D'accord, donc ça serait quoi comme style? C'est mon style à moi. Ouais, mais pour que les gens qui ne te connaissent pas assez puissent te dire, ça va être... c'est comme un genre de changement de vie, mais qu'est-ce qui... Voilà, je veux juste prouver qu'il y a un moment charnière dans une vie, il se passe quelque chose. Et voilà, je ne peux pas en dire plus. D'accord, ok. Voilà. Les moments charnières. Voilà, et puisque je ne peux pas y être tout de suite, puisque je ne suis pas... j'ai pas de piston, je suis une fille lambda, comme tout le monde. Je viens d'un petit pays, d'un petit village. Entre-temps, j'ai vu qu'il faut se réinventer avec la crise qui s'est passée au Liban, qui est toujours là d'ailleurs, et avec l'explosion du 4 août 2020 qui nous a anéantis. C'était donc de me lancer dans la carrière professionnelle et internationale, puisque je parle couramment 4-5 langues. Donc premièrement, c'est de me faire labelliser et de passer en conférencière avec ma mathématique évidemment, et par la suite d'écrire mon livre. Un autre? Oui, mais qui n'est pas du tout dans le premier registre, ce qui est un registre vraiment dans la motivation et le rebondissement. Voilà, je suis en train de l'écrire, et sinon, je dois créer des MOOC, des petites capsules, plein de choses, en français, en anglais, en arabe, voilà, en italien, évidemment, je suis italienne, et plein de trucs. Maintenant, il y a juste le Covid qui nous met un peu quelques bâtons dans les roues, mais on va trouver. Donc si, je te laisse le mot de la fin, s'il y avait un mot, tu nous as dit liberté, humour... tu as parlé de l'agnac. Ouais, l'humilité, l'agnac, la résilience. Tout ce qui se passe. Je sais pas, je pense que comme dernière phrase, dernière phrase que je pourrais dire, j'adore celle-là, c'est ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Voilà. Merci. Merci Hervé. Super, à bientôt Chérine. C'était Chérine Schneider avec Hervé Franceschi dans La Traversée. À très bientôt, salut.
Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.